Dans cette vidéo, je vous donne les clés pour apprendre les bases de l'investissement et comment débuter à investir. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis le fondateur de Investify, chaîne YouTube pour apprendre l'investissement. Ça fait plus de 10 ans que j'ai débuté les investissements dans différentes classes d'actifs et je vous partage mon expérience. On me pose souvent la question, par où débuter? Et donc cette vidéo permet d'y répondre. L'approche pour débuter à investir est très simple. Il faut commencer à définir des objectifs. Chaque objectif est personnel, donc chaque personne aura des objectifs différents. Et ça peut être, par exemple, préparer la retraite, avoir des revenus complémentaires, préparer la transmission, créer un apport pour une résidence principale. L'horizon de placement dépendra directement de vos objectifs. Est-ce que vous allez avoir besoin de l'argent à court terme, à moyen terme ou à long terme? Bien évidemment, si on peut se projeter à long terme, on peut prendre un niveau de risque beaucoup plus élevé. Et ça, le niveau de risque, il faut également le prendre en compte. C'est un sujet primordial. Le niveau de risque va d'une échelle de 1 à 7. Donc 1 est le niveau le plus faible et 7 le niveau le plus élevé. Globalement, on peut définir également 3 typologies de profils. Des profils plus dynamiques qui vont pouvoir prendre un plus haut niveau de risque, un profil équilibré ou modéré qui vont être entre les deux, et un profil de risque plus sécurisé. Bien évidemment, chaque profil de risque dépend de votre personnalité et également de votre adhérence au niveau du capital que vous pouvez perdre. Parce que qui dit risque de perte en capital, et dans l'investissement, il faut bien évidemment être conscient qu'on peut perdre de l'argent, on peut perdre son capital lorsque l'on va investir. On me demande souvent, est-ce qu'il faut se faire accompagner pour investir dans une stratégie globale? Il n'y a pas de réponse unique, ça dépend uniquement de votre profil. Ça dépend de votre temps, du temps que vous avez à allouer à cet investissement. La clé qu'il faut savoir, c'est que concrètement, votre banquier n'est pas votre ami. Pourquoi? Sur la partie investissement, il est très limité. Parce qu'en fait, il a une gamme de produits qui est limitée et il va pouvoir vendre uniquement des produits de sa banque. Il faut être conscient de ça. Votre banquier a une panoplie limitée de produits d'investissement. Et en plus, c'est un distributeur, donc il va distribuer vos produits. La banque est en fait en architecture fermée. C'est une notion très importante parce que en architecture fermée, justement, il peut uniquement vous proposer des produits de sa banque. L'objectif quand on fait de l'investissement, c'est d'être dans des enveloppes ou dans des endroits, on y reviendra plus tard, qui sont en architecture ouverte. C'est une notion vraiment très importante. Donc c'est très limité sur ce côté-là. Vous pouvez également le faire seul. Pour le faire seul, il faut bien évidemment passer du temps, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources aujourd'hui en ligne. On va pouvoir notamment avoir de la connaissance. La clé, quoi qu'il arrive, qu'on se fasse accompagner ou pas, la clé, c'est de comprendre dans quoi on investit. Je rencontre de nombreuses personnes qui me disent, par exemple, qu'ils ont une assurance vie, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre absolument dans quoi on investit. C'est la base et c'est la clé de l'investissement. Maintenant, une notion très importante en investissement, la diversification. Surtout pour des gens qui commencent à débuter en investissement. Mais on vient également diversifier sa rentabilité. Ça veut dire que les gens qui veulent aller chercher le plus de performance ne peuvent pas forcément suivre cette stratégie. Mais on vient baisser son niveau de risque quand justement on vient diversifier ses investissements. Par exemple, un entrepreneur qui va lancer une entreprise, si sa seule classe d'actifs est les parts de son entreprise, il pourra faire une performance nettement supérieure à quelqu'un qui a investi dans différentes classes d'actifs. Maintenant qu'on a compris les bases de l'investissement, on va voir comment on peut justement créer un portefeuille, comment on va créer une stratégie. C'est clairement ça également la clé pour débuter. Il ne faut pas investir dans des différentes classes d'actifs sans avoir une vision globale. Maintenant qu'on a compris l'horizon de placement, le niveau de risque et également les objectifs qui sont la clé avant de commencer à investir, une fois qu'on a défini tout ça, on peut commencer à créer un portefeuille. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut créer un portefeuille. Assez simplement, en fait, je prends la pyramide en exemple. Elle est comparative à la pyramide de Maslow. Vous pouvez chercher sur Internet qu'est-ce que ça veut dire. C'est la pyramide des besoins. Va vous permettre de vous projeter dans différentes classes d'actifs. Donc, en bas de cette pyramide, c'est le matelas de sécurité. Le matelas de sécurité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait 3 à 6 mois d'épargne, de précaution qui vont être directement mis sur des livrets. Donc, le livret A, le LDD font très bien le travail. Ils n'ont pas des rendements incroyables, 2,5-3%. Mais en fait, ils sont très accessibles. En quelques clics, on peut les débloquer. Et également, capital garanti. C'est vraiment l'épargne de précaution qu'on peut venir chercher à tout moment. La deuxième étape, ça va être de
protéger son capital. Justement, ça va être une partie de son épargne, de son investissement, qu'on va vouloir notamment retrouver et qui ont des rendements plus élevés qu'un livret A. À la troisième étape, en fait, on va mettre son argent au travail. C'est là qu'on va commencer à investir pour avoir des rendements assez élevés. La quatrième étape, là, est une diversification plus risquée. Ça dépend des profils. Il y en a qui ne peuvent pas forcément aller jusque-là parce qu'ils n'ont pas une tolérance au risque assez élevée. Mais à cette étape, l'objectif, ça va être de chercher des rendements élevés. La dernière étape, c'est des investissements exotiques. Donc, c'est une classe d'actifs dans différents actifs comme des montres, de l'art. Là, l'objectif, c'est uniquement par passion. La plupart des gens, quel que soit le montant, même si on a des millions d'euros à investir, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Là, c'est plus passion, plaisir, ou lorsqu'on a une expertise, par exemple dans des startups, etc. Et pour reprendre la pyramide, là, on va se projeter sur cette même pyramide avec différentes classes d'actifs. Donc, matelas de sécurité, vous l'avez compris, c'est tout ce qui est livret A. Donc là-dessus, pas forcément de classe d'actifs dédiée. Sur les tâches protéger son capital, 3 possibilités, 3 classes d'actifs différentes. Le premier, c'est les obligations. Les obligations, qu'est-ce que c'est ? C'est un prêt qu'on fait à des États ou à des entreprises. Et en face, on a des coupons. Donc, tous les mois, chaque année, on va avoir une rentabilité associée. L'un des plus connus, c'est les obligations d'État, notamment qu'on peut retrouver dans le fonds euro, dans les livrets A. On a des rendements associés en fonction qu'on fait des prêts aux États européens. Ce qu'il faut savoir ici, donc, c'est plutôt un rendement qu'on va avoir de manière annualisée ou de manière mensualisée. Sur la deuxième classe d'actifs, qui est l'or, on va notamment se protéger sur les politiques monétaires des banques centrales européennes. On va stocker de l'argent refuge aux guerres, refuge aux politiques monétaires. Ça peut être une classe d'actifs intéressante pour des gens qui ont un patrimoine assez conséquent. Ici, on bénéficie de la hausse de l'or. Donc on n'a pas de rendement comme sur les obligations. La troisième classe d'actifs sur cet étage-là sont les monnaies internationales, comme le dollar, le franc suisse ou également le yen. Ici, en fait, on vient se protéger son épargne, le diversifier. Donc on n'est qu'en euros, là on vient le diversifier dans d'autres monnaies. L'objectif, c'est se protéger face à l'euro. Et donc, entre guillemets, on parie sur une hausse de ces autres monnaies ou sur une baisse de l'euro. Ici, pareil, on n'a pas de rendement, mais c'est plutôt augmentation du capital. Donc sur l'étage du dessus, mettre son argent au travail. Ici, on va aller pouvoir chercher du rendement en diversifiant son investissement. Ici, 2 classes d'actifs. La première est l'immobilier. Donc je vous ferai une vidéo explicative sur comment investir dans l'immobilier, les différentes solutions d'investissement de l'immobilier. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que la force de l'immobilier, c'est qu'on va utiliser de l'argent qu'on n'a pas. Emprunter l'argent à la banque pour l'investir. Et la force de la France là-dessus, et les bénéfices de la France et les avantages français sur l'emprunt, c'est que notamment on a un taux fixe et en plus on a des taux historiquement assez bas. Et donc on vient utiliser de l'argent qu'on n'a pas et c'est les loyers qu'on va percevoir de notre investissement qui va pouvoir rembourser en grande partie notre emprunt. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut notamment créer des revenus complémentaires à long terme. Et donc ici, c'est un investissement plutôt à rendement. Donc la deuxième classe d'actifs, de mettre son argent au travail, est le marché action. Sur le marché action, on a 2 possibilités. La première possibilité du marché action est d'investir en direct, ça s'appelle le stock picking, dans des entreprises cotées. Et ça, c'est simplement, on vient investir dans une action et en face, elle va nous donner des dividendes. Donc on aura un rendement en face. La deuxième possibilité, que moi je préfère largement, sont les ETF. Les ETF, assez simplement, c'est des indices boursiers que vous allez connaître, comme le CAC 40, 40 plus grosses entreprises françaises, S&P 500, 500 plus grosses entreprises américaines, et MSCI World, par exemple, les 1500 plus grosses entreprises mondiales. Un ETF est très intéressant parce qu'il est diversifié par nature. On investit dans plusieurs entreprises. Également diversification pour certaines géographies, comme le MSCI World, où là on est diversifié de manière mondiale. Également diversification sectorielle. Ce qu'il faut noter, c'est que les meilleurs ETF ont un rendement de 8 à 10% annualisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on on regarde sur les 20 dernières années, les rendements, ça fait en moyenne 8 à 10%. Bien évidemment, il y a des années où on a connu des pertes, des années où on a connu des hausses. Et donc, c'est clairement un investissement sur le plus long terme. Mais donc, il y a des ETF qui sont très performants et d'autres moins performants. D'autres à plus haut niveau de risque, d'autres à moins niveau de risque. Et donc, il faut comprendre la viabilité. Dans quoi on investit, dans quelle typologie de secteur on investit, si c'est un investissement thématique. Et ce qu'il faut noter, en plus, c'est que pourquoi les ETF plutôt que le marché à action classique, c'est que les ETF
battent 98% du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fonds d'investissement du monde entier, uniquement 2% les plus performants du monde, battent un ETF sur le long terme. Donc un ETF, en plus d'avoir peu de frais, des beaux rendements, il bat quasiment tout le marché. Et vous allez me dire, pourquoi votre banquier ne vous l'a pas proposé? Tout simplement parce que pour la plupart, ils ne l'ont pas en stock, ils n'ont pas accès à cet investissement parce que leur banque est en architecture fermée, et en plus, ils n'ont pas de rémunération sur cet ETF. Mes ETF préférés, j'en ai 3 de mon côté. Le premier, c'est le MSCI World, parce que très belle performance sur le long terme, très diversifié en termes géographiques, que ce soit aux États-Unis, grosse dominance, bien évidemment, grosse part notamment asiatique et également européenne. Donc on est très diversifié mondialement, ça c'est très intéressant parce qu'on peut bénéficier notamment de la hausse américaine, de la hausse asiatique ou d'un regain européen. Donc mon deuxième ETF préféré est le S&P 500, entre guillemets un classique, les 500 plus grosses capitalisations américaines, comme des entreprises comme Facebook, Google, Amazon, Tesla, qu'on connaît bien évidemment tous. Mon troisième ETF préféré, qui se couple assez bien avec le S&P 500, va être le MSCI World Pays émergents. Donc là, on est plutôt sur une diversification géographique dans des pays émergents, comme son nom l'indique, Brésil, Inde, donc plutôt Amérique du Sud, une partie de l'Asie, et également une partie Moyen-Orient et Afrique. Cet ETF se couple très bien avec le S&P 500. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas mettre le S&P 500 et le MSCI World parce qu'on vient notamment être redondant et avoir le même classe d'actifs parce qu'une grosse partie du S&P 500 est bien évidemment dans le MSCI World. Sur l'étage du dessus, on est à aller chercher des grosses performances sur le moyen long terme. Ici, donc, qui dit grosse performance dit niveau de risque plus élevé. Donc en fonction de votre typologie d'investisseur que vous êtes, propre à vous bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Donc ici, 2 classes d'actifs différentes. La première que je connais bien, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ça peut être intéressant sur le moyen long terme. Il faut clairement noter plusieurs choses. Je ferai une vidéo explicative sur comment on peut investir en crypto-monnaie, parce qu'il y a certaines nuances, il y a certaines complexités, et il faut concrètement comprendre dans quoi on investit quand on investit en crypto. Ici, moi, je considère que Bitcoin et Ethereum, parce que pour investir dans d'autres crypto-monnaies, ça s'apparente plus à du venture capital, donc investissement dans des startups, et je préfère plutôt investir dans Bitcoin et Ethereum, qui sont les 2 plus grosses capitalisations de la crypto-monnaie, et sur le long terme, c'est un investissement long terme, des très beaux rendements. Ici, donc, c'est plutôt une augmentation de capital, on n'a pas de rendement. La deuxième classe d'actifs va être le private equity. Le private equity, pareil, il y a différentes possibilités d'investir dans le private equity. Le private equity, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on investit dans des fonds d'investissement qui vont acheter des entreprises non cotées. Sur le marché action, on était dans des entreprises cotées. Ici, on est dans des entreprises non cotées. Et donc, le private equity, ça peut être très intéressant sur le moyen long terme parce qu'on va avoir des beaux rendements et une belle diversification quand on investit dans des bons fonds. Là encore, une fois pareil, il faut clairement faire attention dans quel fonds d'investissement on investit, est-ce qu'il a un historique, est-ce qu'il a des beaux rendements et surtout quelle est l'équipe et quelle est sa typologie d'investissement. Parce que le private equity, il faut savoir qu'il y a entre 2 et 5% du marché qui font des belles performances et d'autres qui ont des performances assez faibles et d'autres même qui ont des performances négatives. Donc la clé dans n'importe quel investissement que vous fassiez, il faut savoir quel est l'acteur qui est derrière. Et donc sur le dernier étage, qui est un étage clairement optionnel là cette fois-ci, quel que soit le montant qu'on investit, même si on a plusieurs dizaines de millions d'euros à investir, ici c'est plutôt un investissement passion, un investissement de compétences, quand on a des connaissances spécifiques sur des marchés niches. Ici, je ne recommande pas d'aller jusque-là, mais par contre, si vous avez les capacités d'investissement d'aller jusque-là et d'investir avec passion, ça peut être assez intéressant. Bien diversifier son capital dans d'autres classes d'actifs comme les tableaux, l'art, comme les montres, comme les startups. Et donc, c'est vraiment plutôt des investissements long terme. Notamment sur les investissements startups, ce qu'il faut noter, c'est qu'en général, c'est très illiquide et la performance est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de casse. Casse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 10 startups, uniquement entre 1 et 3 vont avoir une bonne performance si on est bon et vont réussir. La plupart vont échouer. Et donc, quand on investit en startup, il faut clairement comprendre que de 1, c'est un investissement très illiquide, 2, à très haut risque, et certes qu'on peut aller chercher de la bonne performance, mais qu'il faut investir de manière très diversifiée. Il faut investir dans de nombreuses startups.
si on va avoir, entre guillemets, une chance d'avoir une bonne performance. Sinon, c'est un peu comme jouer au loto. Donc maintenant que vous avez compris les différents étages de la pyramide et notamment les différentes classes d'actifs, on va voir concrètement comment en France on peut investir. Donc qui dit comment on peut investir dit quelle enveloppe on va utiliser pour investir. Donc en France, il existe plusieurs enveloppes. La clé qu'il faut noter ici, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est qu'il faut utiliser des enveloppes qui sont en architecture ouverte et pas fermée. Donc si vous allez chez votre banque, elle va être quasiment forcément en architecture fermée et donc vous n'allez pas avoir accès à certains investissements. Donc c'est clairement d'aller chercher des architectures ouvertes, vous pouvez en trouver de nombreuses, que ce soit digitales ou d'autres chez d'autres assureurs. Et la clé, c'est d'aller là-bas parce que vous allez avoir une grande flexibilité de produits. Donc les 2 points à regarder pour vous, quelle que soit l'enveloppe, c'est est-ce qu'elle est en architecture ouverte? Un moyen assez simple pour regarder, c'est est-ce qu'on peut investir dans des ETF? En général, quand vous pouvez investir dans des ETF, c'est que souvent vous êtes en architecture ouverte. Le deuxième, c'est quels sont les frais derrière? Parce que qui dit frais élevés dit, même si vous faites des 4-5% de rendement, si vous avez 2-3% de frais, eh ben vous comprenez tout simplement que votre rendement est très fortement impacté. Je vous ferai une vidéo explicative sur les différents types d'enveloppes et sur les avantages des différents types d'enveloppes, mais pour vous résumer quelques-unes. Une enveloppe, tout simplement, c'est quoi? C'est en fait le contenant de notre investissement. Les actifs qu'on a vus précédemment sont le contenu. Donc pour vous expliquer rapidement les différentes enveloppes qui existent et les différentes possibilités, il y a la première enveloppe, c'est l'enveloppe la préférée des Français. C'est l'assurance vie. L'assurance vie, vous pouvez en trouver partout. Elle a notamment différents avantages. L'un des principaux, c'est la transmission. Dans l'assurance vie, concrètement, pour celles qui sont en architecture ouverte, encore une fois, la plupart des personnes investissent souvent sur le marché obligataire, où on va faire du fonds euro, donc on va prêter aux États européens. Et le deuxième, c'est souvent sur le marché action. La deuxième possibilité est le PEA. PEA, également, je vous expliquerai les bénéfices. En général, c'est assez intéressant parce qu'on a une fiscalité avantageuse sur la plus-value au bout de 5 ans. Et le PEA, c'est investissement plutôt sur le marché action. La troisième, qui est moins connue mais que j'apprécie beaucoup, est le PER. PER, encore une fois, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Le PER permet d'avoir une défiscalisation et d'investir sur le marché obligataire et sur le marché action. La quatrième possibilité est le compte titre. Le compte titre, en l'occurrence, est entre guillemets moins intéressant parce qu'il n'y a pas d'avantages fiscaux, mais néanmoins a une certaine flexibilité parce qu'on peut retirer son argent à n'importe quel moment. Maintenant que vous avez compris les bases de l'investissement, on va essayer de se projeter dans différentes stratégies. Donc les stratégies, concrètement, dépendent des personnes, dépendent du niveau de risque qu'on a vu précédemment, dépendent de l'horizon de placement et surtout dépendent des objectifs. On va prendre tout ça en considération et on va faire ici 3 exemples. Place à la première personne. Donc pour la première personne, sa situation personnelle, c'est donc une consultante qui a 30 ans, célibataire sans enfant, qui habite à Bordeaux. Donc sa situation financière, elle gagne 70 000 euros. Elle est propriétaire de sa résidence principale où elle a toujours un emprunt de 800 euros par mois. Elle considère son matelas de sécurité autour de 10 000 euros qu'elle a directement sur son livret A. Et en plus, elle a un PEL où elle a 20 000 euros. Enfin, elle a un effort d'épargne. Ça veut dire qu'elle a, en plus de son remboursement d'emprunt, en plus des loisirs qu'elle peut se payer, les vacances, les restaurants et les différents autres loisirs, elle a un effort d'épargne donc de 500 euros par mois. Et elle a un profil plutôt modéré, équilibré. Donc maintenant sur la stratégie, comment elle pourrait investir ce capital? Déjà sur son matelas de sécurité, si elle le considère que c'est 10 000 euros, elle doit absolument le garder sur son livret A. Ça c'est vraiment la base qu'on a vue tout à l'heure. Matelas de sécurité ou épargne de précaution qu'il faut absolument conserver. Donc le PEL, en général, c'est un investissement qui n'est pas super rentable, surtout quand on a déjà sa résidence principale, parce que l'un des gros avantages du PEL est d'avoir un emprunt qui peut être plus faible. Et en face, souvent, on a des rendements pas très élevés. Donc en l'occurrence, il faudrait analyser son PEL, mais considérons que son PEL tourne à 2%. Donc ici, l'objectif concrètement, ça va être de casser son PEL pour le réallouer. Comme c'est plutôt une jeune personne, je lui conseillerais plutôt d'investir dans un PEA, sachant qu'elle n'a pas encore d'enfant, et donc il n'y a pas forcément de sujet de transmission. Donc le PEA est l'enveloppe pour elle qui peut être l'une des plus intéressantes. Donc maintenant, place à la stratégie. Donc première partie, épargne. Sur l'épargne, assez simplement, donc il faut conserver son matelas de sécurité qu'il y a directement sur ses livrets, ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le PEA? Encore une fois,
on a compris quelle est l'enveloppe, maintenant quel est le sous-jacent. Ici, assez simplement, on peut investir dans le MSCI World, donc ETF Monde. Ici, on va mettre ces 20 000 euros sur l'ETF. Comment on les met? Tout simplement de manière mensualisée. Donc sur un an, on va mettre ces 20 000 euros. Pourquoi? Comme tout à l'heure, parce qu'en fait, ça permet d'avoir un niveau de risque plus faible. Et comme c'est pas un profil dynamique, il vaut mieux baisser son risque. Et en plus de ça, l'économie actuelle est qu'il y a une certaine volatilité et en plus les marchés sont assez hauts. Donc on va venir diminuer son risque, aller chercher des points d'entrée un peu plus bas en investissant de manière mensuelle. Et donc lorsque l'on compare entre un PEL qui, considérons, avait un rendement à 2% et un ETF Monde sur 15 ans, on voit que la différence est très notable. Pour un PEL, si on avait 20 000 euros à l'instant T, au bout de 15 ans, à un rendement de 2%, on va avoir 26 000 euros. Un ETF Monde, si on avait 20 000 euros à la base, on a 72 000 euros au bout de 15 ans. Et on voit l'énorme différence entre ces deux investissements où on vient notamment tripler son capital. Encore une fois, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un investissement long terme. Sur le court terme, on peut complètement perdre de l'argent. Donc ici, cette dame, elle avait plutôt un investissement assez long terme. Et lorsqu'on fait le comparatif à long terme, c'est très flagrant. Donc sur la deuxième partie, qui va être son effort d'épargne, tout simplement 50% qu'on va mettre directement dans le PEA, donc encore une fois en investissant sur le MSCI World sur le long terme. Et la deuxième partie, pour répondre à son objectif de revenus complémentaires, ça va être d'investir dans l'immobilier. Ici, cet investissement, parce qu'elle n'a pas forcément le temps de s'en occuper, ça va être d'investir en SCPI. SCPI, avec un effort d'épargne de 200 euros mensuels, on peut venir emprunter 100 000 euros. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les mois, elle va devoir rembourser un certain montant. Les loyers qu'elle va percevoir en face, le delta entre le remboursement de prêt et de ses loyers, ça va être son effort d'épargne. Et dessus, ça peut correspondre environ autour de 200 euros par mois lorsqu'on investit dans une SCPI qui a des rendements autour de 6%. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va, en plus de ça, diversifier son patrimoine et on va répondre à ses objectifs de créer un revenu complémentaire, alors que sur la partie ETF, ça va être plutôt diversification et rendement. Donc sur la deuxième personne, c'est plutôt deux personnes en l'occurrence, ça va être un couple marié. Le monsieur est un médecin en profession libérale, la femme travaille directement dans la finance. Ils ont plus de 40 ans tous les deux et ont deux enfants qui ont à peu près une dizaine d'années. Ils sont également propriétaires de leur résidence principale en Île-de-France. Donc au niveau de leur situation financière, le foyer fiscal, donc le couple à deux, qui sont mariés notamment, gagne 300 000 euros. Donc des revenus très élevés. En général, qui dit revenus très élevés, dit optimisation fiscale potentielle, parce qu'en France, il y a une fiscalité assez forte. Donc, comme ils sont propriétaires de leur résidence principale, ils ont un remboursement d'emprunt de 200 euros mensuels. Ils considèrent leur matelas de sécurité donc de 50 000 euros qu'ils ont déjà sur différents livrets, donc ça c'est très bien, à leur banque. Et en plus de ça, ils ont une assurance vie, à leur banque en l'occurrence, de 500 000 euros qui est à 100% sur le marché obligataire. En plus de ça, ils ont un effort d'épargne, donc comme tout à l'heure, des capacités à investir une fois qu'on a notamment mis de côté le remboursement d'emprunt, lorsqu'on a mis de côté tous les loisirs, toutes les vacances, tous les restaurants, tous les frais qu'on a, eux de 5 000 euros mensuels. Donc une grosse capacité d'investissement. Et en plus, tous les deux sont un profil de risque équilibré et modéré. Donc en termes d'objectifs, leurs principaux objectifs étaient d'optimiser cette fiscalité, notamment parce qu'elle est très forte en l'occurrence. Le deuxième point était de préparer la transmission, c'est notamment d'anticiper les sujets de la transmission. Le troisième point était de préparer la retraite, essayer justement de créer des revenus complémentaires pour la retraite. Et le dernier point était de diversifier le patrimoine et d'aller chercher des rendements un peu plus élevés que ce qui était fait sur l'assurance vie. Car sur le marché obligataire avec une assurance vie, on est autour de 2,5%. Donc l'un des autres objectifs était justement de préparer et de payer dans quelques années, donc 5, 6, 7 ans, pour les études des enfants. Donc passons à la partie maintenant stratégie. L'objectif, première sous-partie, c'est notamment l'épargne disponible. Ici, quelle est l'épargne disponible? L'assurance vie. Donc assez simplement, on va aller la challenger. Pourquoi? Parce qu'elle a des rendements, donc à 2,5%, rendement assez faible, et en plus pas du tout diversifié. Et enfin, dernier point, c'est que c'est une assurance vie qui est à la banque, donc on est en architecture fermée et pas en architecture ouverte.
Ce qui serait notamment intéressant de regarder, c'est à quel moment ils l'ont ouvert, parce que certaines assurances-vie sont très avantageuses fiscalement, notamment celles qui sont avant 91 ou avant 95, ou même d'autres plus anciennes. En l'occurrence, comme ils ont 40 ans, considérons que ce n'est pas le cas. Donc sur la partie épargne, challenger cette assurance vie. Donc assez simplement, les 500 000 euros disponibles, on va les réallouer. Donc comment on va les investir, ces 500 000 euros? À 80%, on va les réinvestir dans une assurance vie. Donc on va prendre ces 400 000 euros et on va réouvrir une autre assurance vie qui sera en architecture ouverte, également avec peu de frais. Donc dans quoi on va investir, comme tout à l'heure, c'est ça la clé. On va investir à 30% sur le marché obligataire, sur le marché fonds euros. C'est un peu un deuxième matelas de sécurité qui a plus de rendement, notamment pour avoir une certaine flexibilité. À 40%, on va investir notamment sur le marché action. Donc encore une fois, ça va être plutôt sur des ETF. Donc là, ça correspond à 200 000 euros. 200 000 euros qu'il faudra investir de manière mensuelle. Ici, on aura plusieurs choix d'ETF. Je considère ici, moi, que ça sera plutôt ETF Monde. Et enfin, les 10% restants, on va les investir dans une classe d'actifs que je ne vous ai pas expliqué, mais là qui peuvent répondre à leur objectif de payer les études des enfants. Ça va être des produits structurés, 10%. Encore une fois, comme chaque classe d'actifs, les produits structurés, il y en a des très performants, d'autres moins bien. Je pourrais vous expliquer ça plus tard, mais ici, considérons que c'est un produit structuré qui tourne à environ 7% de rendement et qui est capital garanti. Donc ici, on a 30% pour protéger son capital, donc sur le marché obligataire. On a 50% sur le marché action, donc mettre son argent au travail. Et ici, en plus de ça, on va mettre 20% donc sur aller chercher des hauts rendements. Et donc, qui dit aller chercher des hauts rendements, dit 10% en l'occurrence sur la partie crypto, qui va être sur le plus long terme et des rendements plus élevés, et 10% sur le private equity, qui va être plutôt sur le moyen long terme avec des rendements également élevés. Donc sur la partie également assurance vie, on répond à la problématique de transmission, également d'optimisation fiscale. L'effort d'épargne mensuel, donc ils ont un effort d'épargne de 5 000 euros par mois. Comment on va l'investir? Tout simplement, 1 500 euros qui vont être investis directement sur la même stratégie que l'assurance vie. Moins les 10% des produits structurés, mais globalement, c'est la même stratégie. 2 500 euros sur un PER. Un PER, je vous expliquerai une autre fois les avantages fiscaux, mais ce qui est intéressant, si on investit 2 500 euros dans un PER, dans leur cas en l'occurrence, on va avoir une économie d'impôt d'à peu près 1 000 euros par mois. Et là-dedans, ça c'est l'enveloppe, dans quoi on peut investir? On peut investir notamment dans des ETF également. Et en l'occurrence, ça pourrait être intéressant de faire ça uniquement ETF. Sur le long terme, ça peut être très intéressant. Et donc là, on est déjà à 4 000 euros, mais en fait, on a moins 1 000 euros parce qu'on a une économie d'impôt grâce au PER. Et donc, encore une fois, je préfère ne pas utiliser tout l'effort d'épargne disponible pour avoir une certaine flexibilité, mais on va utiliser 1 000 euros restants, encore une fois, dans l'immobilier. Notamment pour répondre à leur problématique de préparer la retraite, préparer la transmission et créer un revenu complémentaire. On va investir notamment en SCPI. Donc un effort d'épargne de 1 000 euros, comme tout à l'heure, 1 000 euros par mois. Donc pour rembourser l'emprunt, une partie loyer, et l'effort d'épargne, c'est le delta entre le montant de remboursement d'emprunt et les loyers. Donc avec 1 000 euros, assez simplement, on peut emprunter 500 000 euros. Donc encore une fois, ici, c'est une SCPI européenne qui a des avantages fiscaux importants et donc qui vont répondre à cette problématique-là. Ici, comment on investit? Donc pour notamment des sujets de transmission et d'optimisation fiscale, on va investir via une SCI. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo dédiée à l'immobilier. Et donc sur la partie épargne, on peut notamment ici distinguer entre une épargne 100%, donc 500 000 euros à 100% sur le marché obligataire, ou qui tourne à 2,5%, j'ai considéré 2%. À la fin, globalement, au bout de 15 ans, on augmente son capital de 30%, donc des rendements assez faibles. En face de ça, lorsqu'on investit 500 000 euros dans la stratégie que j'ai proposée, c'est une stratégie qui tourne à 8%, et donc 8% sur 15 ans, à la fin, ça fait plus de x3. Donc avec 500 000 euros investis, au bout de 15 ans, on a plus d'1,5 million versus au bout de 15 ans, sur le marché 100% obligataire, on a un peu plus de 600 000 euros. La personne numéro 3, sa situation est la suivante. C'est un entrepreneur de 40 ans qui habite entre Paris et Dubaï, qui est pour le moment domicilié à Paris, mais qui a la volonté de déménager dans quelques années à Dubaï. En plus de ça, c'est un père divorcé qui n'a pas la garde de son enfant. Et enfin, il est propriétaire de nombreux actifs en SCI, donc il a une très bonne connaissance du marché de l'immobilier. Et enfin, dernier point essentiel, c'est qu'il vient de vendre sa société qui est entre Paris et Dubaï, à plus de 3 millions d'euros. Donc il a
des grosses liquidités disponibles. Sur la partie situation financière, donc il gagne malgré tout 200 000 euros. Donc il est encore employé de la société de laquelle il a vendu, donc 200 000 euros par an. En plus de ça, il a des prêts qui sont notamment dans la SCI à hauteur de 8 000 euros. Donc c'est des prêts à travers une société. Il considère son matelas de sécurité donc de 100 000 euros. Et en plus de ça, il a 3 millions de liquidités qui sont disponibles. Et également, il a un effort d'épargne mensuel, donc de 2 000 euros par mois. Et c'est un profil qui va être ici plus dynamique. Ses objectifs, 3 objectifs de son côté. 1, déménagement. 2, transmission. Et 3, diversification et rendement. Donc, diversification de son capital et aller chercher des rendements intéressants. Donc maintenant, on passe sur la partie stratégie. Encore une fois, 2 parties, une partie épargne et une partie effort d'épargne mensuel. Donc sur la partie épargne, ici, on va utiliser uniquement l'assurance vie luxembourgeoise. Je vous expliquerai notamment les avantages dans la vidéo dédiée aux enveloppes. Mais grosso modo, ce qui est intéressant, c'est qu'on a différentes classes d'actifs au sein même de cette enveloppe. Et il y a surtout un sujet de fiscalité très avantageuse lorsqu'on habite à l'étranger. En fait, on a la fiscalité du pays de résidence. Donc comme il a un projet de déménager, pour préparer son déménagement, on va lui mettre justement une assurance vie luxembourgeoise où il aura une fiscalité qui sera en fonction de son pays de résidence, donc Dubaï, avec très peu d'imposition. Donc ici, dans l'assurance vie luxembourgeoise, dans quelle classe d'actifs on va investir? Ici, 30% protéger son capital, avec 10% obligataire, 10% sur l'or et 10% dans des monnaies internationales pour venir diversifier les différentes monnaies et se protéger contre l'euro. À 40%, on va valoriser son capital, donc 30% sur un ETF monde, notamment MSCI World, et 10% sur un ETF thématique, ETF plutôt lié à l'énergie, qui va notamment contrebalancer l'ETF monde. Et enfin, 30%, on va aller chercher des rendements plus élevés parce que c'est un profil un peu plus dynamique que les deux autres, avec 15% en crypto-monnaie et 15% en private equity. Et justement, l'avantage de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est qu'on peut investir notamment en crypto-monnaie, que ce soit via des ETF notamment. Ici, donc, on peut avoir une projection de l'épargne avec ma stratégie où on a une stratégie qui pourrait tourner autour de 9,3%. Comme chaque stratégie, les rendements que je dis sont sur les performances passées. Et les performances passées, bien évidemment, ne présagent jamais de l'avenir. Et enfin, sur la partie effort d'épargne mensuel, en l'occurrence sur ces 2 000 euros qu'il peut mettre tous les mois, je les réallouerai tout simplement dans la partie assurance vie sur la même stratégie globale. Le reste, ça va être notamment plutôt l'investissement immobilier. Il a une bonne expertise, donc il va pouvoir le faire de son côté avec un emprunt sur une SCI. Donc en l'occurrence, ça ne va pas forcément rentrer en compte et ça pourrait être fait directement via la SCI où il devra acheter de nombreux biens. Voilà, c'était uniquement des exemples de stratégies. Chacun doit se créer sa propre stratégie, comme vous l'avez compris, en fonction de ses objectifs, son niveau de risque, ses horizons de placement. Et donc, chacun doit être très à l'aise avec ses stratégies. Donc, je vous souhaite des très bons investissements. Dites-moi en commentaire si vous avez des stratégies que vous préférez ou si vous avez des classes d'actifs que vous souhaitez très intéressantes. On continue la discussion donc, en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et vous pouvez directement vous abonner à ma chaîne pour en savoir plus sur l'investissement.